Bienvenue dans le débat. 20e jour de guerre au Moyen-Orient. Les prix du pétrole et du gaz s'envolent. De nouvelles frappes contre des infrastructures pétrolières et gazières en Iran et au Qatar exercent une pression sur les marchés. Le Qatar déplore des dégâts considérables sur le complexe gazier Ras Laffan, le site le plus important de gaz naturel liquéfié au monde, qui a été frappé par Téhéran ce matin. Le cours du Brent a grimpé à $118 le baril, une hausse de plus de 10% ce matin. Le gaz européen s'est aussi envolé avec une hausse jusqu'à 35%. Hier, Israël a visé le site gazier de Saospar en Iran et Donald Trump menaçait d'ailleurs de cibler les champs gaziers iraniens si l'Iran attaquait un pays innocent comme le Qatar. Donald Trump qui a affirmé il y a quelques instants qu'il a demandé à Benyamin Netanyahou de ne pas frapper d'infrastructures énergétiques en Iran. Le détroit d'Ormuz où passe 1/5 du commerce mondial de pétrole et de gaz liquéfié est donc toujours bloqué. Un navire a pris feu dans l'est du détroit selon la marine britannique. Alors va-t-on vers un choc pétrolier et plus largement d'ailleurs un choc énergétique? Quel est le risque d'une crise économique mondiale? Comment s'en prémunir? On va poser ces questions à mes invités. Francis Perrin est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, chercheur associé au Policy Center for the New South qui est basé à Rabat. En face de vous, Pascale Joannin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Et puis Anne-Sophie Alsif est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Chef économiste de BDO et professeur d'économie à la Sorbonne. Le Qatar qui a donc prévenu que l'attaque iranienne sur Ras Laffan, sur son site gazier, donc, a de lourdes répercussions, dit-on au Qatar, sur l'approvisionnement énergétique mondial. On fait un point en image d'abord avec Maryse Burgot. C'est l'attaque qui met le feu au prix du gaz européen. Une frappe israélienne contre une installation gazière iranienne. C'est le site de production d'hydrocarbures de South Pars dont une épaisse fumée noire se dégage. Un site d'exploitation offshore de gaz naturel dans le golfe Persique. L'Iran et le Qatar se partagent ce gisement, mais hier, c'est la partie iranienne qu'a visé Israël. Représailles immédiates de l'Iran qui attaque à son tour des installations au Qatar. Image spectaculaire d'une frappe sur Ras Laffan. C'est le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié au monde. Les installations sont considérablement abîmées. Et voici Donald Trump fâché contre Israël qui a commencé cette guerre, mais surtout contre l'Iran qui a répliqué. Les États-Unis d'Amérique, avec ou sans Israël, détruiront massivement l'intégralité du gisement de gaz de South Pars avec une force et une puissance que l'Iran n'a jamais vue ni connue auparavant. Conséquence, ce matin, le prix du gaz européen explose et s'est envolé jusqu'à plus 35%. Et ce n'est pas fini. Ici, c'est une raffinerie en Arabie Saoudite qui est visée. Une frappe de drone sur les rives de la mer Rouge, mais aussi sur une installation à Riyad, la capitale du pays. Ce pays organisait hier soir une réunion avec d'autres dirigeants de pays arabes et musulmans. Et pour la première fois, Riyad menace ouvertement l'Iran. Comme nous l'avons clairement affirmé, nous nous réservons le droit de prendre des mesures militaires si cela est jugé nécessaire. Ces frappes ravivent les craintes d'une crise économique majeure après bientôt 3 semaines de guerre. Francis Perrin, vous qui êtes le spécialiste du pétrole, est-ce qu'on se dirige vers un choc pétrolier et gazier? Qu'est-ce qu'on appelle choc? À mon avis, il y a 3 éléments dans la définition. D'abord, une forte augmentation des prix. Depuis le 27 février, donc la veille du début du conflit, on est sur une hausse des prix du pétrole d'environ 50% et sur une hausse des prix du gaz d'environ 90%. Donc c'est pas mal. C'est beaucoup. Deuxième élément de définition, une hausse brutale sur une courte période de temps. Deuxième critère rempli. Troisième critère, pendant combien de temps les prix vont rester élevés? Supposons que le prix du pétrole, donc au moment où nous commençons cette émission, le prix est un petit peu retombé, on est à environ $108 par baril pour le Brent de la mer du Nord. Supposons qu'il reste à $110 par baril pendant 15 jours. Ce ne sera pas un choc.
S'il reste pendant 6 mois, là, évidemment, le troisième élément de la définition serait rempli. Et ce troisième élément, on doit attendre, parce que nous sommes dans une guerre, nous assistons à une guerre largement impuissante qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc, je dirais, 2 éléments sur 3 sont remplis, mais on a en tout cas le potentiel d'un choc pétrolier et gazier. Et il faut remonter à 2022, la dernière fois, guerre en Ukraine. On avait eu, rappelons-le, un prix du Brent qui était monté, qui avait frôlé les $140 par baril début mars 2022, on n'y est pas encore, et qui sur toute l'année 2022 avait été en moyenne de $100 par baril, moyenne sur un an. Quant au prix du gaz, en Europe à ce moment-là, 2022, au cours de l'été 2022, on avait atteint 345 € par mégawattheure. Là, actuellement, au moment où nous parlons, nous sommes à 61 € par mégawattheure. Donc une forte hausse, une hausse brutale, mais on n'est pas dans ce qui s'était passé, pas aussi important qu'en 2022. Et la question, c'est pendant combien de temps va-t-on rester à des niveaux élevés? Si c'est le cas, pendant plusieurs mois, on pourra parler d'un nouveau choc. Et ça sera lié à la durée de la guerre, en fait. Tout à fait. Donc, par exemple, des déclarations un peu comme l'escalade de l'Arabie Saoudite qui dit « je me réserve le droit de répliquer », ça, c'est pas bon. Ce sera lié à 3 choses. Bien sûr, à la durée de la guerre, le point principal, et personne ne le sait, y compris les 3 belligérants. Deuxièmement, la durée du blocage du détroit d'Ormuz au sein de cette guerre. Et troisièmement, pendant combien de temps l'Iran pourra-t-il endommager des infrastructures énergétiques dans les pays arabes du Golfe? C'est ces 3 éléments-là qui détermineront la durée et l'ampleur de ce choc ou potentiel choc pétrolier et gazier. Anne-Sophie Alsif, l'impact sur la hausse du prix de l'énergie, on le voit déjà, on voit la hausse du prix à la pompe, bien sûr, mais on voit, ça va avoir un impact sur le prix de l'électricité aussi en Asie, aux États-Unis, mais aussi en Europe. Oui, alors là aussi, je pense qu'il faut faire attention et c'est bien d'avoir les comparaisons puisqu'on vit énormément de chocs ces derniers temps. Là aussi, depuis la crise en Ukraine, on n'est pas du tout dans la même situation. Et justement, vous l'avez très bien rappelé, on s'est beaucoup plus diversifié concernant notre mix énergétique en Europe. Déjà, sur le détroit d'Ormuz, certes, nous importons, mais comme nous sommes diversifiés, c'est 10-15% de ce que nous importons pour l'Europe. C'est vraiment l'Asie qui est beaucoup plus impactée par le détroit d'Ormuz. Et bien évidemment, c'est la zone économique la plus dynamique. Donc si l'Asie commence à freiner et à être impactée, c'est là où ça a des conséquences sur les perspectives macroéconomiques globales. Mais pas pour l'Europe aujourd'hui, parce qu'on est moins impacté, justement parce qu'on s'est diversifié. Quand on expliquait avec la crise en Ukraine à quel point c'était important de se diversifier, d'avoir d'autres partenaires énergétiques et puis surtout de développer et de relancer le nucléaire, et bien là, c'est très concret. Le dernier élément, c'est dans quel élément on dit voilà l'impact macroéconomique. Cette crise est arrivée dans un contexte où l'inflation était jugulée en Europe. Et la France était un des pays où le taux d'inflation était le plus bas, 1% l'année dernière, 1,3, 1,5 cette année. Donc là, on est dans une situation... Là, il va remonter. Mais on est bien en deçà de la fameuse cible des 2% de la Banque centrale européenne. Donc, cette crise intervient dans un contexte où on avait justement une inflation qui était très ralentie. Et la BCE qui a revu à la baisse ses prévisions de croissance, semble-t-il. On est à 0,9% pour l'année 2026. Est-ce que les Européens sont inquiets néanmoins, Pascal Joannin? Parce qu'on a vu que l'Italie a pris une mesure aujourd'hui d'ailleurs de baisse de taxes, me semble-t-il, sur l'essence. La France, pour l'instant, ne prend pas de mesures. Mais enfin, on a vu que c'est préoccupant pour les Européens qui se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles. Alors, il se trouvait qu'il y avait une réunion du Conseil européen qui était prévue aujourd'hui. Et donc, en effet, sur l'agenda, la question énergétique s'est rajoutée à l'Ukraine et un certain nombre de choses sur la compétitivité qui étaient prévues à l'ordre du jour. Tout simplement, pourquoi c'est plus dur pour les Européens? Parce qu'on n'est pas un producteur de pétrole ni de gaz. Voilà, il faut... et on est donc, malgré la diversification, on n'a pas ces 2 ressources. Voilà, donc, on est obligé d'aller les chercher ailleurs. Ressources. Donc, en 2000, j'allais dire, bis repetita, en 2022, guerre en Ukraine, on était très dépendant pour certains pays de la Russie. Alors, en effet, on s'est complètement, et voire on va être complètement libre de ce pétrole et de ce gaz russe, parce qu'on a décidé de soutenir l'Ukraine et de faire payer à la Russie un prix sur, en effet, ne plus avoir ce client européen. Mais on a diversifié, mais c'est pas encore peut-être suffisant. Et puis là, bis repetita, on a un nouveau conflit, où là, en effet, c'est l'ensemble du monde qui est impacté, comme vous dites, par la guerre. Mais en effet, l'Europe se retrouve, de fait, de nouveau prise
au dépourvu parce que la transition qu'on a mise en place n'est pas encore arrivée à son terme. Donc on est dépendant. Alors on peut acheter en effet du gaz à la Norvège, ce qu'on fait. On peut acheter du gaz à d'autres pays plus près. Mais en effet, il y a toujours cette dépendance et puis ces incertitudes quand on commence une guerre où on n'est pas partie prenante en plus à chaque fois. Quelle va être la durée de cette guerre? Et en effet, ce détroit, tout ce que ça implique, avec en effet une amplification. C'est-à-dire que je ne pense pas que les gens qui ont commencé la guerre, c'est-à-dire ni Israël ni les États-Unis, pensaient que l'Iran avait une capacité de riposte, qu'elle a toujours. Et bien entendu, elle essaie de nuire non pas seulement aux intérêts israéliens et américains, mais à l'ensemble des intérêts occidentaux dans les pays du Golfe, pour essayer d'embraser, alors pour le coup, là c'est un jeu de mots, embraser la région. Allez-y, oui. Oui, par rapport à ça, c'est vrai que concernant la situation de l'Europe et de la zone euro, à mon sens, le risque, parce que justement cette diversification, et notamment sur le nucléaire concernant la France, c'est quand même quelque chose qui a été très important depuis la crise avec la Russie. Le vrai risque, c'est un risque, on va dire, plus global de stagflation. Alors c'est un mot un petit peu barbare en économie, c'est de dire qu'on est dans une situation... et inflation. Voilà, on a de l'inflation énergétique et on a peu de croissance. Et la grande différence de la zone euro par rapport aux États-Unis en termes de potentiel, c'est sur la croissance économique et sur l'investissement. Les États-Unis ont beaucoup plus de croissance que nous, à peu près 2 fois plus, parce qu'ils ont cet investissement productif qu'on n'a pas en Europe. Et nous, en Europe, avant cette crise, cet investissement repartait, notamment en Allemagne avec le plan de réarmement, de défense, etc. Et donc, ça permettait à l'Europe de avoir de nouveau de la croissance. Si on a cette crise, bien sûr qu'il y a la dépendance énergétique, mais le grand problème, c'est qu'on a surtout beaucoup moins de capacité pour de nouveau faire des chèques ou, on va dire, absorber ce choc exogène financièrement. Et c'est ça la grande difficulté, à mon sens, de stagflation, situation économique, plus que le choc pétrolier aussi. Francis Perrin, vous qui connaissez bien quand même toute cette problématique du détroit d'Ormuz, c'est vraiment pas la première fois qu'il est fermé. Est-ce qu'il y a un moyen pour les Américains de le débloquer? Est-ce qu'ils peuvent... il y a des frappes américaines autour. Est-ce qu'ils peuvent escorter des navires ou est-ce que ça vous paraît trop risqué, donc ils ne le feront pas? Il y a une solution proposée par Emmanuel Macron, mais simplement, ils sont d'accord, les Européens, un certain nombre d'Européens, pour escorter des navires, mais une fois qu'il n'y aura plus de guerre, donc pour l'instant, on n'y est pas. Est-ce qu'il y a des moyens? J'ai vu que les États-Unis pourraient peut-être escorter des bateaux avec un programme de 20 milliards de dollars pour alimenter un fonds qui pourrait assurer les navires escortés dans le détroit, parce qu'en fait, les primes d'assurance sont très fortes. Donc, ils peuvent trouver des solutions pour le débloquer. Alors, en fait, le blocage d'Ormuz, c'est exceptionnel. Depuis des années, l'Iran dit « si on m'embête, je bloque Ormuz ». Mais il ne le fait jamais. Il n'a jamais fait dans le passé. Non, jusqu'au 28 février 2026. Donc nous vivons une première, un blocage quasi total de ce détroit, vous l'avez rappelé, par lequel passe chaque jour à peu près 20% de la consommation mondiale de pétrole et 20% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié. Alors comment est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on peut contourner le détroit par d'autres voies? En théorie, il y a la mer Rouge. Alors, en théorie, il y en a 4. Mais je dis bien en théorie. L'oléoduc Est-Ouest, qui traverse l'Arabie Saoudite, qui débouche sur la mer Rouge. Il y a un oléoduc aux Émirats Arabes Unis qui débouche à Foudjera, juste à l'extérieur du détroit d'Ormuz. Il y a un oléoduc iranien qui débouche à Jask, juste en dehors d'Ormuz. Et il y a l'oléoduc irako-turc, Irak, Turquie, on arrive en Méditerranée. Donc ça fait 4. Le problème, c'est que certains de ces oléoducs ne sont pas très opérationnels, alors qu'on en aurait bien besoin. Pour Irak-Turquie, il faut s'entendre entre Bagdad et le gouvernement régional du Kurdistan, ce qui n'est pas simple. Les Émirats, Foudjera, ça fonctionne, sauf qu'ils sont juste en face de l'Iran, qui tire à boulet rouge, c'est le cas de le dire, sur Foudjera. Donc en fait, sur ces 4 voies, on se dit, ça fait beaucoup, 4, c'est très bien. Il n'y en a qu'une qui est vraiment très importante, c'est l'oléoduc Est-Ouest Arabie Saoudite, du Golfe à la mer Rouge, que Saudi Aramco, le géant pétrolier saoudien, est en train d'augmenter sa capacité. Mais 2 points d'interrogation. Oui. Est-ce que l'Iran pourra endommager avec des tirs cet oléoduc et le terminal qui est au bout de l'oléoduc sur la mer Rouge? Est-ce que les Houthis au Yémen, qui ne se sont pas manifestés dans cette guerre, vont se réveiller et se dire, tiens, les Saoudiens essaient de faire passer du pétrole en contournant Ormuz. Par solidarité avec notre allié l'Iran, on va commencer à tirer dessus. Ces 2 questions
capitales, géopolitiques, qui auront un impact sur la possibilité de faire sortir une partie, mais une partie seulement des flux d'Ormuz en contournant Ormuz. Et un mot sur la décision de Donald Trump, justement. Aujourd'hui, il a affirmé, alors qu'hier, il disait qu'ils allaient bombarder probablement South Pars, donc une partie du champ gazier iranien. Aujourd'hui, il dit qu'il a demandé à Benyamin Netanyahou de ne pas le faire. Ça veut dire de ne pas viser les infrastructures énergétiques en Iran. Pourquoi ? Parce que ça ferait bondir encore plus le prix du pétrole, à votre avis ? Dans cette guerre, les Américains n'ont à ce jour jamais visé la moindre installation énergétique en Iran. Ceux qui l'ont fait, ce sont les Israéliens 2 fois. Le 7 mars, ils ont visé raffineries et dépôts de stockage en Iran, ça c'est le pétrole, et hier, le gaz. Mais à ce jour, les Américains ne l'ont pas fait parce qu'ils ont peur que ça fasse encore plus flamber les prix du pétrole et du gaz et que ça augmente le risque de pénurie pétrolière et gazière sur le marché mondial. Trump a ajouté: pour l'instant, c'est ma position, je peux changer d'avis en quelques secondes. Avertissement lancé à Téhéran. Si vous continuez à m'embêter trop longtemps, peut-être que finalement, cette option-là, pour l'instant, je la mets sous le tapis, peut-être que je vais y avoir recours. Un baril à $200, en tout cas, ce n'est pas à exclure, un baril de Brent. C'est ce que nous prédisent les gardiens de la Révolution, qui ne sont pas de grands experts pétroliers, mais leur but consiste à faire peur. Non, mais on voit bien que la stratégie de l'Iran qui a été, en effet, qui est attaquée, c'est de dire, moi je repose comme je peux, etc. Ça fait un parallèle avec le petit reportage que vous aviez tout à l'heure sur Orban. Pourquoi Orban il refuse le prêt à l'Ukraine ? Parce que les Russes, dans les dommages collatéraux, et comme ils visent un peu tout et n'importe quoi aussi, ont abîmé en effet l'oléoduc Druzhba qui alimente la Slovaquie et la Hongrie. Il y avait en effet un accord pseudo-officiel pour dire oui, en effet, la Hongrie et la Slovaquie sont dépendantes de ce pétrole russe, donc on va leur laisser un peu plus de temps pour réduire leur dépendance. Et là, comme les Russes l'ont, donc le copain de Orban, quand même, il est pro-russe. Eux profitent de la situation. Et donc il dit, si vous le réparez pas, il accuse l'Ukraine de ne pas le réparer, alors que les Ukrainiens n'ont pas en effet à dommager le truc. Donc on peut voir bis repetita aussi que ces oléoducs sont en effet des proies fragiles si en effet il y a des volontés de venir les frapper ou accidentellement de frapper l'oléoduc. Donc ça peut être aussi quelque chose qui pourrait se retourner contre... on le remet en service, mais il pourrait être endommagé par des tirs. Et on l'a bien vu, ça s'est fait aussi dans la guerre mais la Russie, russo-ukrainienne. Elle profite du conflit au Moyen-Orient. Alors, elle essaye de profiter du conflit. Alors, d'abord, elle est pas loin de soutenir quand même les Iraniens avec des armes, etc. Mais il levait des sanctions temporaires par les Américains. Oui. Alors, par les Américains. Mais les Européens ne sont pas du tout sur cette position. Pas du tout. Il faut bien le dire. Eux, ils ont décidé que c'était une volonté qui avait été affichée il y a 3 ans. On ne va pas revenir dessus. Et tant pis si on souffre un peu. Il y a d'autres moyens. D'ailleurs, on s'est diversifié pour aller pas vers le pétrole. Alors, bien sûr, il y a certains, notamment le Premier ministre belge, qui trouvaient que compte tenu de la situation, on pouvait peut-être demander à Poutine de nous faire un prix pour acheter son pétrole moins cher. Mais je crois que ça serait un mauvais symbole. Donc pour l'instant, les Européens ne veulent pas en entendre parler. Et la Russie en profite, parce que chaque baril de pétrole qu'elle exporte rapporte plus d'argent, chaque mètre cube de gaz qu'elle exporte rapporte plus d'argent. Et plus l'argent peut servir à acheter des drones ou acheter des choses qui vont mettre après, en effet, au service de la guerre. Guerre au Moyen-Orient, elle menace la sécurité alimentaire mondiale. Ça, c'est une alerte de la directrice générale de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est date d'aujourd'hui. Elle l'a déclaré, Ngozi Okonjo-Iweala, dans une conférence de presse à Genève. On l'écoute. Le conflit au Moyen-Orient menace également la sécurité alimentaire mondiale car les perturbations du transport maritime et la hausse des coûts de l'énergie réduisent l'offre et augmentent les prix des engrais. Une interruption prolongée de l'approvisionnement pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble des systèmes alimentaires, incitant les agriculteurs à réduire leur utilisation d'engrais et à privilégier des cultures moins exigeantes en intrants. Anne-Sophie Elsif, voilà des conséquences qui sont tout de même indirectes, mais là aussi, on est vraiment dans une situation où ça va très vite. L'impact sur les prix, donc l'impact sur les engrais, on a vu l'impact sur l'agriculture, et c'est mondial. Sur des matériaux aussi, c'est ça qui est très compliqué avec ce détroit, c'est qu'en effet, ça augmente tout de suite les coûts de transport, les coûts des marchandises, et surtout, comme cette zone dessert l'Asie,
rappelle, qui est la zone la plus dynamique économiquement, qui produit bien sûr avec la Chine, forcément, c'est une répercussion sur l'ensemble des biens au niveau mondial. Et les denrées alimentaires, c'est comme l'énergie, c'est un marché mondial. On se souvient pendant le Covid, où c'est la première fois, en gros, depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'on a eu de nouveau des retours de famine et avec des gens qui sont revenus en dessous du seuil de pauvreté à cause justement des problèmes des denrées alimentaires qui ont explosé. Donc, on voit que dès qu'on a en fait cette augmentation des prix d'énergie, c'est ça qui est très difficile pour nous à quantifier, c'est à quel moment ça bascule en termes de prix sur l'impact en effet sur les matières premières, sur même l'acier, l'aluminium, tous les matériaux, par exemple pour faire les automobiles, pour faire les biens industriels et l'alimentaire. Et là, ça va très vite. Et là, vous êtes vraiment dans une spirale inflationniste où c'est beaucoup plus difficile ensuite à contrôler, où ça a des impacts macroéconomiques importants. Souvenez-vous de ce qui s'était passé encore une fois sur l'Ukraine. On va on se réfère toujours à 2022. Mais oui, mais parce que c'est une autre guerre. Quand vous avez en effet une guerre où en effet un corridor, là c'était le Bosphore, où en effet sur la mer Noire on n'arrivait plus à expédier parce qu'on dit le détroit d'Ormuz est fermé, le détroit d'Ormuz est fermé pour 20% du trafic pétrolier, mais le reste c'est bien des trafics d'autres matières, etc. Donc et on avait eu en effet à voir aussi l'Ukraine qui avait perdu une partie de ses moyens financiers de ressources parce que le grenier à blé qu'elle était pouvait plus exporter, etc. Et on avait trouvé des solutions annexes. Donc là, c'est pareil. Et en effet, la directrice générale de l'OMC qui vient de présenter son rapport annuel sur le commerce international aujourd'hui dit en effet, il y a cette crise. Il y avait des tendances avec Trump et plein d'autres choses qui étaient assez néfastes. La crise du Moyen-Orient, on voyait la nouvelle guerre, vient rajouter en effet de l'anxiété et d'une incertitude qui fait que si ça durait, là moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit, en fonction de la durée de cette guerre, et je pense que et Netanyahou et Trump pensaient que ça allait être beaucoup plus rapide, même s'ils disent aujourd'hui qu'ils étaient prêts à aller... Tant qu'elle durera et que le détroit sera fermé, il y aura en effet des répercussions économiques sur tous les secteurs et pas seulement sur le pétrole et sur l'énergie. Il y a un lien direct avec le sujet par lequel nous avons commencé ce débat, c'est que derrière les engrais, il y a pétrole et gaz. Il y a un lien très étroit. On fait de l'engrais à partir du gaz. Pétrole et gaz, pétrochimie, engrais, agriculture, alimentation mondiale. Tout est lié. Alors, je voulais vous faire réagir justement tous les trois, Francis Perrin, sur cet édito de Richard Buchstaber dans le New York Times, qui lui, il avait prédit la crise financière en 2008, et il parle donc dans cet article du New York Times d'un risque systémique provoqué lié à la crise, peut-être justement à cette guerre au Moyen-Orient, en disant la hausse du prix de l'énergie aura un impact sur l'industrie de l'IA, l'intelligence artificielle, qui s'est endettée pour financer ses infrastructures. Les centres de données sont très énergivores, donc ce choc pétrolier pourrait entraîner un choc énergétique, peut entraîner un krach, une crise financière. Qu'en pensez-vous ? Alors, l'énergie, c'est ce qui fait tourner le moteur économique mondial. Donc, quand on a de très fortes augmentations des prix de l'énergie, ça n'impacte pas simplement le secteur ou des secteurs qui sont proches, ça impacte l'ensemble de l'économie de façon évidemment diversifiée, mais c'est tout à fait clair. Donc, pétrole, carburant, transport. Donc quand les prix du pétrole augmentent fortement, les prix des carburants augmentent fortement, et tout ce qu'on transporte, évidemment, il y a une augmentation des coûts de transport, et on transporte tout à travers le transport maritime. Le transport de marchandises, c'est un transport maritime principalement. Évidemment, vous parliez de l'intelligence artificielle qui consomme beaucoup d'électricité principalement, mais avec quoi on produit l'électricité ? Parfois des renouvelables, parfois du nucléaire, mais aussi parfois des énergies fossiles, notamment charbon et gaz. Le charbon n'est pas impacté par cette crise, mais le gaz naturel l'est. Donc oui, on a effectivement des répercussions avec des cercles. C'est un peu comme on lance un caillou dans l'eau, puis on a un cercle qui s'élargit. C'est une image, mais elle n'est pas mauvaise par rapport aux répercussions économiques de cette guerre et de cette crise énergétique qui lui est liée. Et on revient toujours à la question clé. Pendant combien de temps la guerre va durer, oui. Pendant combien de temps Hormuz sera bloqué? Et quel dommage sur les installations énergétiques des pays du Golfe et de l'Iran? Tout ça, les trois questions clés auxquelles personne n'a de réponse au moment où nous parlons. Anne-Sophie Elsif.
En ce effet, donc, bien risque sûr, systémique. Il y a vraiment un risque systémique. À mon sens, la différence, c'est qu'on a vraiment un petit peu quand même une tendance depuis 15 ans de ce qu'on appelle un peu la régionalisation des chaînes de valeur et notamment sur la filière énergétique. Il y a encore 20 ans, quand vous regardez le mix énergétique américain, aujourd'hui, depuis 2009, ils sont exportateurs nets de pétrole. Ils peuvent être autosuffisants. Et puis surtout, au lieu d'importer massivement leur pétrole du Moyen-Orient, ils importent beaucoup plus de leurs partenaires en Amérique, du Canada, du gaz des pays d'Amérique latine. Donc il y a vraiment eu une régionalisation de la chaîne en termes énergétiques pour se dire, si on a des chocs, on est aujourd'hui moins dépendant. Et pourtant, il y a déjà une augmentation des prix aux États-Unis. On n'en parle pas beaucoup autour de cette table, mais la Chine, par exemple, qui est quand même la première productrice industrielle au monde, a également fait cette stratégie, notamment en s'implantant beaucoup en Afrique et en diversifiant ses sources d'approvisionnement avec beaucoup de pays africains. L'Europe, malheureusement, on l'a dit, a fait exactement le choix inverse. On l'a vu il y a 3 ans avec la dépendance à la Russie. Donc la clé, c'est vraiment la diversification. Avant qu'elle diversifie. Et la Chine et les États-Unis ont fait un travail colossal sur cette diversification de leur mix énergétique depuis 15 ans, ce qu'a fait beaucoup moins l'Europe, malheureusement. Alors l'Europe, elle a fait un pas conceptuel très important. Il n'y a pas très longtemps, c'était la semaine dernière, donc voilà. C'est récent. Pour ce qui s'appelle l'énergie nucléaire. Parce qu'en Europe, si la France, en effet, et d'autres pays sont largement sur cette... Il y avait en effet un gros mot qui était le mot nucléaire. Il y avait des États qui refusaient, et Mme von der Leyen vient d'un pays... vient d'un pays qui, en effet, a arrêté le nucléaire après la catastrophe de Fukushima. Et donc, elle a expliqué qu'elle avait fait une erreur. Elle avait fait un peu un mea culpa, ce qui n'est pas son genre habituel, et qu'en effet, l'Europe, sous la pression non seulement de la France et d'autres, avait besoin, en effet, dans ce mix énergétique, de ne pas se couper le pied ou de se tirer une balle dans le pied en ne faisant rien sur le nucléaire. Donc, en effet, l'Europe va avoir un nouveau mix, alors ça prend du temps, mais en effet, il y a en effet l'Allemagne se rallie à l'idée du nucléaire. Ce totem qui était là et qui est tombé parce qu'en effet, pour certains pays, c'était absolument impossible d'envisager quelque chose concernant le nucléaire. Et on voit bien que ça prend beaucoup de temps de construire des centrales. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est déjà une prise de conscience. Et en effet, il fallait qu'il y ait plusieurs pays autour de la table, une majorité qui aille dans ce sens. Et donc, on arrive à cette majorité puisque les principaux pays qui étaient contre ont changé Kazakh. Ça, c'est un peu la trajectoire à moyen terme. L'Agence internationale de l'énergie, qui a débloqué des réserves stratégiques de pétrole en Asie et en Océanie, Francis Perrin, 400 millions de barils. C'est beaucoup. Ça va couvrir combien de temps? On me disait sur ce plateau, c'est quelques jours seulement. Alors, effectivement, décision le 11 mars, l'AIE 32 pays. On a débloqué, en fait, ils ont un peu augmenté, 412 millions de barils de pétrole et de produits raffinés, dont 172 millions de barils viendront des seuls États-Unis, et le reste, à peu près un quart du total Europe, un quart du total Asie, et États-Unis à peu près la moitié. Donc c'est considérable, jamais l'AIE n'a fait autant. Vous dites c'est considérable. C'est considérable historiquement. Le niveau le plus élevé remonte à 2022, guerre en Ukraine évidemment, 180 millions de barils. Oui, c'est ça. Là, on fait 412 millions de barils, c'est exceptionnel. Mais pour revenir à la suite de votre question, quand on regarde ce que ça fait par rapport à Hormuz, par Hormuz passe normalement, c'est-à-dire normalement quand il n'est pas bloqué, 20 millions de barils par jour de pétrole et de produits raffinés. 400 millions, ça fait 20 jours de blocage d'Hormuz. Donc c'est énorme en termes de valeur absolue, mais quand on fait le calcul par rapport à ce qui passe à travers ce détroit, on se dit ça ne fait que 20 jours. Les stocks, c'est très bien, heureusement qu'on a des stocks stratégiques, sinon ce serait catastrophique, mais c'est une solution de court terme. On ne règle pas un problème de moyen terme avec des stocks. C'est juste, on achète un peu de temps pour trouver, si possible, d'autres solutions. Quel type de mesures? Parce qu'en fait, là, maintenant, il commence à y avoir un débat dans tous les pays en Europe, mais en Asie aussi. Ils sont en train de commencer à re-subventionner le pétrole, baisse des taxes sur le carburant, ça fait partie des mesures proposées. Blocage des prix, ça c'est Sophie Binet qui dit ça de la CGT, elle voudrait qu'on bloque les prix. Toutes ces mesures d'urgence sont importantes, Anne-Sophie Elsif? Oui, elles sont importantes, mais le grand problème, c'est ce sont des mesures qui sont très, très, très coûteuses économiquement, qui créent très très peu de valeur ajoutée et surtout qui ne vont pas vers le mix énergétique. Comme ça a été très bien dit,
l'Europe a la chance d'avoir de l'énergie verte et de l'énergie décarbonée. Donc c'est vrai qu'on se dit qu'il y a de mettre des milliards à subventionner l'essence. Bien sûr qu'il faut le faire à court terme pour le pouvoir d'achat, mais il faut aussi utiliser cet argent peut-être pour subventionner et qu'on achète des voitures électriques européennes ou encore des pompes à chaleur fabriquées en Europe et en France, que l'on a, ce qui existe. On a un marché qui existe, on n'a pas que le marché asiatique. Donc le problème, c'est que comme à chaque fois on a une crise, on met des milliards, on gère que le court terme, et après on n'a plus d'argent pour justement être plus indépendant et arrêter d'avoir toujours ces problèmes énergétiques. Et donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue, et cet argent, à mon sens, ne va pas vers de la transition ou vers une vision de long terme. Donc il faudrait faire un petit peu les deux. Certes, subventionner, mais attention, aider surtout les ménages en fonction de leurs revenus, très important, donc vraiment cibler les aides, vraiment bien cibler les aides par rapport aux revenus. Donc vous n'êtes pas pour le blocage des prix de Sophie Binet. En tout cas, comment on le paye ? Comment on le finance avec 5% de déficit ? Alors on a entendu le président du Conseil européen là, parler à nouveau du Green Deal, de la transition. Alors ça avait été un peu mis de côté, Pascal Joinin. On avait l'impression que là on n'était plus du tout dans ce débat de mettre en avant le renouvelable. Il y avait d'autres priorités en 2025. Et alors là, tout d'un coup, on reviendrait sur un concept... On a beaucoup avancé sur le Green Deal, c'est la grande affaire de la commission von der Leyen 1, 70 textes, etc. On a fait une pause et on a voulu simplifier un peu parce qu'on s'est aperçu, peut-être, qu'on était allé trop vite, trop loin et que ça n'avait pas été bien expliqué et que la pédagogie n'avait pas été bonne. C'est un peu un rétropédalage quand même. Je pense aux véhicules électriques fin 2035. Oui, c'est bien de se dire il faut demander à des gens d'avoir des véhicules électriques, mais dire on n'en fera plus à partir de telle date du jour au lendemain, c'était un peu... on se tirait encore une fois une balle dans le pied. Donc on a essayé de faire en sorte que ces mesures ne soient pas tourner contre les citoyens et qu'on prenne un peu le temps de réfléchir. D'autant plus que si en effet on veut avoir un mix énergétique avec en effet encore un peu de pétrole, et comme je dis en ce moment le pétrole devient rare, il faut qu'on continue à avoir en effet cette transition, mais cette transition qui doit être en effet peut-être plus douce ou du moins mieux acceptée. Donc il faut la faire accepter par les gens, parce qu'en effet, dans certaines, comme vous le dites, il y a des gens qui vivent dans des endroits où en effet, la voiture électrique, c'est pas la solution, parce que il n'y a pas forcément des bornes, parce que mais si on n'a pas de voilà. Quand vous dites ça aujourd'hui, on disait ça par exemple avec le portable, avec plein d'innovations. Ouais. Si vous avez un plan sur 10-15 ans, juste voilà, vous dites exactement. Sur 15 ans, on va avoir tant de bornes, on met en place exactement. Un plan stratégique, c'est tout à fait possible. Sinon, vous ne faites jamais la transition. Mais on a fait la transition, mais donc, il faut qu'elle soit accompagnée, parce que sinon. Et puis, il faut avoir le long terme. Alors le long terme, c'est pas lié avec une guerre, parce que là, malheureusement... Là, on est dans le court terme. Mais il faut rechercher aussi, et il y a des recherches qui sont faites, et en France notamment, mais pas que, sur justement d'autres moyens pour, en effet, se passer des énergies fossiles à terme. Mais ça prend du temps. Si on prend l'exemple de ITER et de Cadarache, ça, c'est un truc de très long terme. Mais il faut, en effet, commencer la recherche le plus longtemps possible. C'est comme le porte-avions dont on vient de décider, il sera là en 2038. Si on ne fait pas la recherche suffisamment tôt, après, quand on est en... Et donc, c'est une des leçons à tirer parce que tout le monde dit, crise en Ukraine, guerre. Crise en Iran, guerre. Et bien, la prochaine fois, où est-ce que ça sera ? Parce que finalement, on a toujours fait la guerre quelque part. Et donc, avec les impacts, il faut donc préparer les choses. Alors, il y a des trucs qu'on peut faire très vite, il y a des trucs qui peuvent faire moins vite. Mais il faut se donner le moyen de réduire ces dépendances pour que ça ne se reproduise pas à chaque fois. Francis Perrin, sur le prix de l'électricité, on en débat beaucoup. Il est quand même fondé sur le prix du gaz. Donc si le gaz augmente de 35%, le prix de l'électricité en Europe va augmenter. Alors est-ce qu'il va augmenter tout de suite ? Est-ce que ça va prendre un peu de temps ? Parce qu'il y a des... Comment ça se passe ? On aura une augmentation générale des prix de l'énergie. Pétrole, gaz et électricité, avec le lien électricité-gaz que vous avez rappelé. Ça, on n'y échappera pas en Europe et dans le monde, vu les fortes augmentations des prix des hydrocarbures, pétrole et gaz, constatées déjà depuis le 27 février, donc la veille du déclenchement du conflit. Il y a des débats au niveau européen pour essayer de revoir la façon dont on fixe les prix de l'électricité. D'ailleurs, je dirais, la France et quelques autres pays poussent beaucoup en ce sens-là, parce qu'on a ce très important on a du nucléaire, pourquoi est-ce que c'est lié au prix du gaz ? C'est très compliqué, techniquement, politiquement, etc. Et puis, par rapport à cette transition que nous évoquions, très nécessaire, on a des obstacles internes et externes. Certains secteurs de nos sociétés ne sont pas tout à fait enthousiastes. On se rappelle les gilets jaunes en France. Vous nous parlez de la fin du monde, nous on vous parle de la fin du mois. Bon, premier point. La montée de mouvements souvent appelés populistes en Europe.
sur la droite ou l'extrême droite qui ne sont pas des grands fans de la transition énergétique. Vous regardez leur programme, et certains d'entre eux sont déjà au pouvoir dans certains pays d'Europe, dans des coalitions. D'autres le seront peut-être demain dans certains grands pays de l'UE, y compris peut-être le nôtre. Et puis Donald Trump, en juillet 2025, quand Mme von der Leyen signe un accord commercial Union européenne-États-Unis, pour qu'on n'ait pas trop de droits de douane de la part de Trump, l'une des contreparties, on s'engage à acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie aux États-Unis sur 3 ans. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Gaz ? Pétrole, un petit peu de nucléaire, mais essentiellement pétrole et gaz naturel liquéfié, et donc énergie fossile. Donc la direction, la vision, elle est bonne, mais la route, elle est assez compliquée. La route est compliquée. Et c'est vrai qu'il y avait le rétropédalage, entre guillemets, sur le Green Deal. C'était lié aussi à des choix de politique plus à droite. Tout à fait. Mais sur de l'Union européenne. Et sur l'affaire commerciale, vous avez raison, puisqu'en effet, cet accord commercial de Thornbury, comme il s'appelle, pour l'instant a un peu d'eau dans le gaz, parce qu'en effet, les députés européens, qui trouvent qu'en effet, Donald Trump se comporte mal, l'ont suspendu, disent que... Là, il y a un rapport qui vient de sortir au Parlement européen, qui sera certainement adopté à la fin du mois de mars, pour dire il y aura des conditions, si ils veulent que ça soit signé, pour qu'il y ait une contrepartie aussi du côté américain. Et donc, en effet, les Européens réagissent. Alors, toujours avec un peu de retard, peut-être, mais ils réagissent et ils sortent un peu de la naïveté qui les avait post-1989 en disant ça y est, la fin de la guerre froide, c'est fini, etc. Il y a deux conflits sur lesquels, en matière énergétique, parce qu'on n'est pas producteur d'énergie, parce qu'il y avait en effet des tabous sur le nucléaire dans certains États, on avait refusé en effet de revoir les choses. Alors là maintenant, en effet, on va prendre les mesures qui permettront en effet de réduire ces dépendances et d'être moins tributaires. Mais c'est un débat politique en tout cas. C'est sûr. Un mot, Francis Perrin, justement sur ces mesures d'urgence. Quand l'Italie baisse les taxes sur le carburant, c'est plutôt une bonne chose. Subventionner le pétrole, comme le font un certain nombre de pays d'Asie maintenant, c'est une bonne chose. Enfin, il faut les prendre, ces mesures d'urgence, pour aider... Vous le disiez tout à l'heure, on comprend bien la motivation en termes de protection du pouvoir d'achat. Et socialement, économiquement, politiquement, ça peut se comprendre. Ça pose 2 problèmes. Ça veut dire qu'on subventionne des énergies fossiles dont on dit qu'on veut se débarrasser. Là, il y a encore une petite contradiction dans la route vers la décarbonation. Deuxième élément, alors là, cette fois-ci franco-français, vous l'avez rappelé, on est à un déficit budgétaire d'au moins 5% de notre produit intérieur brut. On est en déficit budgétaire depuis 50 ans dans ce pays-là. On a explosé toutes les contraintes européennes. Il faudrait quand même réussir à le baisser un peu. Et c'est pour ça que le gouvernement français, quand on lui dit qu'il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, sortir encore le carnet de chèques, il dit ne nous pressons pas, attendons. Et il espère que le conflit ne durera pas trop longtemps et que les prix du pétrole et du gaz baisseront rapidement. On verra. Il faut aussi regarder... Vous dites mesures ciblées, en fait. Complètement, parce qu'il faut déjà regarder, on l'a fait, ce quoi qu'il en coûte, et en effet, on voit la situation budgétaire dans laquelle on est, et surtout l'impact. Le problème, quand vous faites ce type de taxes, vous baissez les taxes, etc., quel que soit votre niveau de revenu, vous bénéficiez de cette baisse d'une manière identique. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez en place ce genre de mesure qui n'est pas du tout ciblée ? Et forcément, plus vous avez un revenu qui est important, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par de l'épargne. Et le fameux quoi qu'il en coûte que la France a fait, qui était tout à fait nécessaire au début, mais qui après a été prolongé et qui, à mon sens, n'a pas été ciblé, c'est traduit par, en effet, l'État qui s'est massivement endetté pour redistribuer du pouvoir d'achat, mais qui s'est traduit pour un certain nombre par beaucoup plus d'épargne. Aujourd'hui, on a un taux d'épargne qui est le plus élevé de la zone euro et même au niveau international. Donc, c'est ça le sujet. Bien évidemment qu'il y a l'aspect politique, il faut répondre à la crise, mais il faut voir aussi ce qui est efficient économiquement. Ce qui est efficient économiquement, c'est préserver le pouvoir d'achat des personnes qui ont les plus faibles revenus et qui sont, quand vous avez un revenu faible, vous êtes beaucoup plus impacté par les prix de l'alimentaire et de l'énergie, parce que c'est très important dans votre revenu. Par contre, pour d'autres revenus, c'est peut-être pas la mesure qui est la plus significative quand vous avez en effet 5% de déficit. Donc, le gouvernement pourrait éventuellement aller vers des mesures ciblées. Des chèques énergie ciblés. Des chèques énergie ciblés. Vous dites que c'est efficace. Un mot sur la Norvège, parce qu'on oublie qu'ils sont gros producteurs de gaz. Donc, en fait, c'est eux qui exportent la plupart du gaz en Europe. Alors, nous, la France, on est un des clients principaux de la Norvège. Mais il n'y a pas que... Ça veut dire qu'on est... Il faut voir aussi la proximité dans les coûts. Le transport, et vous le disiez, ça a un coût.
Donc si en effet on achète le plus près possible, avec moins de risques, parce que bon, on n'imagine pas qu'il y ait une guerre dans la mer entre la France et entre le nord de l'Europe et le sud de la Scandinavie. Donc oui, en effet, il faut aller chercher là où c'est possible. Il n'y en a pas assez. Et ils sont en effet producteurs, parce que c'est la seule zone où il y a en effet de la production, c'est la mer du Nord, donc les Anglais, les Britanniques et les Norvégiens. Et donc en effet, et on voit aussi se rapprocher. Quand on parle de l'Europe, il n'y a pas que l'Union européenne, mais on voit que la guerre en Ukraine ou cette guerre en Iran rapproche les pays européens, quels que soient, s'ils sont membres ou pas de l'Union européenne. Et on voit la Norvège, on voit le Royaume-Uni, on voit même l'Islande aujourd'hui. Alors c'est une île un peu Qui voudrait peut-être rentrer dans l'Union européenne. L'Islande, oui. Alors ils avaient un processus qu'ils ont mis de côté eux-mêmes, qui voudraient rouvrir. On va voir, voilà. Mais il y a en effet des échanges. Ça, c'est une réaction plutôt à la Russie. C'est plus par la Russie, mais c'est parce qu'on s'aperçoit qu'on est un petit continent finalement, qu'on a peut-être des intérêts quelle que soit que la structure institutionnelle dans laquelle on les partage, et que peut-être il serait temps qu'on sorte un petit peu des œillères ou des choses qu'on a faites dans le passé et qu'on travaille davantage ensemble pour justement, il y a l'Asie dont vous parlez en effet, il y a les États-Unis qui ne sont plus ou ne seront plus nos alliés comme ils l'étaient auparavant, et puis il y a d'autres acteurs qu'on oublie aussi, mais qui vont être arrivés, l'Inde et d'autres. Donc, est-ce que l'Europe, qui est un tout petit continent, mais qui est assez riche, peut en effet... Et donc, il y en a besoin de tout le monde, que ce soit des Britanniques ou des Norvégiens. Et justement, sur la Norvège, ils pourraient produire plus de gaz ou pas? C'est le premier producteur de pétrole et de gaz de l'Europe, pas seulement l'Union européenne, un exportateur important de pétrole et de gaz, notamment vers l'Union européenne. Depuis 2022, guerre en Ukraine une nouvelle fois, ils sont devenus le premier fournisseur de gaz à l'Union européenne. Avant, c'était la Russie. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas produire plus. C'est ça, ils sont déjà au maximum de leur capacité. Ils produisent au maximum de leur capacité et ils nous vendent beaucoup de choses. Et heureusement qu'ils sont là, soyons clairs. Mais là, avec le blocage d'Ormuz, on aurait besoin d'avoir dans le monde, et pas des pays bloqués par Ormuz évidemment, des pays qui puissent rapidement, à court terme, produire et exporter plus de pétrole et de gaz. Et dans le système pétrolier mondial, il y a 4 pays qui peuvent faire ça. Arabie Saoudite, Irak, Émirats Arabes Unis, Koweït, tous bloqués par Hormuz. Les autres pays produisent, mais ils produisent à pleine capacité. Les États-Unis, c'est le premier producteur mondial de pétrole et de gaz, mais ils ne peuvent pas produire plus demain. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.